En 1966, l'auteur américain Scott Odell se fit connaître en publiant l'œuvre la plus connue de sa carrière, The King's Thieves, traduit en La Route de l'Or en France. Cet ouvrage raconte l'histoire d'Esteban de Sandoval, un jeune homme de 17 ans emprisonné en attente de son jugement, après avoir été accusé d'avoir volé une part du trésor du roi d'Espagne, mais également d'avoir assassiné le capitaine Mendoza, un aristocrate chercheur d'or. L'intrigue du livre est double, racontant l'enquête autour des crimes d'Esteban, mais narrant aussi son passé. Lorsque plus jeune, il voyagea à travers l'Amérique latine à la recherche des 7 cités d'or, accompagné de Zia, une jeune fille de 12 ans, du capitaine Mendoza et de ses acolytes Roa et Zuniga. On apprend durant ce passé qu'Esteban finira par être corrompu par sa passion pour l'or, passion devenant obsessionnelle, au point d'ailleurs que Zia, qui était plutôt attachée à lui, finira par s'en détourner. Tous ces faits le rendant davantage suspect quant au crime qu'il a pu commettre. Le livre, en plus de raconter un voyage et surtout une enquête, est également une critique de la colonisation des Européens en Amérique, avec la conquête de l'or et surtout l'extermination des peuples précolombiens, des événements ayant réellement eu lieu au XVIe siècle, époque dans laquelle se déroule l'histoire. France 1971. Jean Chalopin, producteur alors méconnu, créa une SARL, qu'il nommera DIC pour Diffusion Information Commerciale. Jean parviendra à développer aisément sa petite entreprise, créant ainsi différentes branches de DIC en France. Durant ces années, Jean Chalopin fait part à Bernard Dariès, enseignant en animation, de son envie de créer un dessin animé publicitaire. Ainsi, en travaillant tous deux sur ce projet, ils réaliseront finalement une bande-annonce animée. Cette idée, une fois accomplie, fera mûrir l'envie de Jean de se lancer dans l'animation de manière générale. En 1974, l'entreprise s'agrandit. Bernard Dariès rejoindra l'équipe en tant que directeur artistique, Marie-Pierre Journet et Jasmine Delacroix seront toutes deux embauchées, ainsi que Max Saldinger en tant que directeur de production. Un studio d'animation est ainsi créé à Tours, dans le but de faire de petits dessins animés promotionnels, jusqu'au moment où René Borg soumet l'idée à Jean Chalopin de créer une filiale de ses entreprises au Japon. C'est ainsi qu'en partenariat avec un autre studio d'animation japonais très réputé, le studio Pierrot, Jean Chalopin écrira et produira le dessin animé qui deviendra Ulysse 31, une nouvelle vision de l'Odyssée d'Homère, se déroulant dans un univers de science-fiction. C'est en 1978 que Jean Chalopin, toujours accompagné du studio Pierrot, commencera à travailler sur une nouvelle série animée, une œuvre incluant toujours de la science-fiction, mais mêlant également cette fois-ci un contexte historique. Un dessin animé qui serait adapté d'un livre qu'il avait lu plus jeune, nommé La Route de l'Or, écrit par Scott Odell, un auteur, tout comme lui à présent. Une adaptation qui, une fois encore, serait une nouvelle vision de l'œuvre originale, tout en la respectant. Le nom de ce nouveau projet franco-japonais serait alors Les Mystérieuses Cités d'Or. L'idée initiale du projet était donc, tout comme Ulysse 31, de faire une adaptation libre de La Route de l'Or, tout en restant dans le contexte historique du siècle des conquêtes, mais en y ajoutant quelques éléments fantastiques, mais également de science-fiction. L'intrigue se déroule de manière différente. Plus de procès, plus d'enquêtes, l'histoire se concentrera sur le voyage à la recherche des cités d'or. Les personnages, bien que portant les mêmes noms, seront différents de ceux de l'œuvre originale. Déjà plus jeunes, mais surtout radicalement différents en termes de caractère. Le projet étant avant tout un dessin animé pour enfants, il fallait forcément que les personnages soient moins détestables que dans le livre. Ainsi, Esteban sera plus jeune, et totalement différent de celui que le roman présentait. Il ne sera pas obsédé par l'or, mais plutôt espiègle, courageux, malgré qu'il soit atteint d'acrophobie, et aura également une faculté particulière, celle d'amener le soleil lorsque la pluie et l'orage grondent. Son origin story sera quant à elle également repensée. Zia aura également un caractère relativement différent de son personnage de l'œuvre originale. Initialement très bavarde et têtue, Zia est ici une jeune fille plutôt sensible et réservée. Son apparence physique est aussi grandement changée. Dans le livre, Zia est assez grande et maigre avec une apparence plutôt garçonne, si bien que lors de leur première rencontre, Esteban la prend pour un garçon. Son origin story sera également revue. Étant une guide dans l'œuvre originale, Zia aura ici un rôle plus central et surtout important. Étant une jeune fille inca enlevée très jeune à sa famille, elle aura vécu malgré elle durant des années en Espagne, ayant aussi appris la langue, dans le but d'indiquer à Francisco Pizarro, un cruel conquistador du XVIe siècle, le secret des mystérieuses cités d'or. La Zia de l'œuvre originale était constamment accompagnée d'un petit animal, un agatil apprivoisé qu'elle garde avec elle tout le long du récit. Pour ce projet de dessin animé, il n'en sera rien, car tous les traits originaux de Zia, que ce soit de caractère ou d'apparence,
serviront à créer un troisième protagoniste à l'histoire, un personnage original. Tao, un personnage totalement créé pour ce projet par Jean Chalopin, est donc un jeune garçon de 13 ans, dernier descendant du peuple de Mu, un empire disparu depuis longtemps, tout comme celui des Atlantes. Tao est très bavard mais également relativement intelligent. Ayant une grande connaissance de la technologie de son peuple, il est inséparable de Pichu, un petit perroquet doué de paroles. Le capitaine Mendoza sera également intégré à cet animé. Il reste un homme prêt à tout pour trouver de l'or, mais cette fois-ci ne sera pas un aristocrate mais un navigateur, disciple de Magellan, à la recherche lui aussi des cités d'or. Mendoza perdra ici son côté violent et prêt à tuer pour parvenir à ses fins, gagnant un côté plus justicier, mais n'en sera pas moins opportuniste. Esteban sera également bien plus lié à Mendoza dans cette adaptation. Ces deux comparses l'accompagnant durant le récit original se verront également totalement changés. Auparavant assez violents et antipathiques, Roa et Zuniga se verront être renommés Sancho et Pedro, deux personnages qui feront davantage office de comiques de par leur stupidité et leur couardise. Enfin, plutôt que d'extorquer indirectement les peuples précolombiens à la recherche des cités d'or, nos héros leur viendront ici en aide contre les conquistadors à leur trousse, toujours dans le but de trouver les cités d'or, mais dans un but bien plus humble que celui de l'œuvre de Scott O'Dell, celui de justement les préserver, empêcher leur destruction et leur pillage, et ainsi conserver le savoir du peuple de Mu, reposant en ces cités, puisque ce peuple en était le fondateur. En effet, là où la route de l'or se voulait assez sombre dans son récit, Jean Chalopin, lui, fera le choix de rendre son histoire plus légère, parfois plus drôle, tout en étant triste et sombre à d'autres instants. Son but n'est pas de faire une adaptation fidèle du produit original, mais d'y apporter une nouvelle vision, de prendre un contexte comme point de départ et de broder autour une histoire qui se voudra cohérente et mémorable. Enfin, pour ne rien laisser au hasard, en plus d'inclure des éléments fantastiques dans son récit, Jean Chalopin n'hésitera pas à inclure une partie documentaire à son projet. L'idée est donc que le maximum puisse être fait, dans un but de divertissement, tout en étant instructif. C'est ainsi qu'il eut l'idée d'inclure à chaque fin d'épisode un mini-documentaire relatant des faits réels et détaillés en rapport avec ce qui a été vu dans l'épisode concerné, à propos de lieux historiques, de paysages ou de la culture précolombienne. C'est ainsi que Jean Chalopin et ses équipes travaillèrent 4 années durant pour écrire et produire cette nouvelle série animée, qui verra le jour sur nos petits écrans le 29 juin 1982. Barcelone, 1532. Esteban, un orphelin de 12 ans, est relativement populaire auprès des habitants de la ville. Connu comme le garçon qui commande au soleil, capable donc de faire apparaître le soleil alors que soufflent les pires tempêtes. Il est élevé par le père Rodriguez, supérieur du monastère, depuis sa petite enfance, où il fut amené par le capitaine Mendoza après avoir été sauvé d'un naufrage dont les seuls survivants n'étaient autres qu'Esteban et son père, disparus en mer peu après. À la mort du père Rodriguez, Esteban est approché par un inconnu, qui n'est autre que le capitaine Mendoza, qui reconnaît Esteban grâce au mystérieux pendentif qu'il porte autour du cou. Un pendentif incomplet, puisque le détenteur de l'autre moitié n'est autre que Mendoza lui-même, qui lui avait soutiré lorsqu'il l'avait sauvé de la noyade. Le père adoptif d'Esteban étant décédé, Mendoza lui propose d'embarquer clandestinement à bord de l'Esperanza, un navire en partance pour le Nouveau Monde, l'Amérique, dans le but de partir à la recherche des mystérieuses cités d'or. Caché à bord de l'Esperanza, Esteban trouve à l'intérieur d'une caisse une jeune fille ligotée répondant au nom de Zia, une jeune Inca de 11 ans qui fut enlevée 4 années auparavant à son peuple sur ordre du conquistador Francisco Pizarro. Ayant été élevée à la cour d'Espagne, elle parle couramment espagnol et se liera très vite à Esteban, le voyant très vite comme un grand frère protecteur. Sa présence dans le navire n'était pas due au hasard, Mendoza l'avait embarqué contre son gré sur ordre du seigneur Gomez, lui-même à bord du navire, qui avait pour mission de l'amener à Pizarro dans le but qu'elle déchiffre des quipus incas qu'il avait pillés. Bien entendu, la présence de Zia sur le navire devait être tenue secrète, entre Mendoza, Gomez et bien entendu Pizarro. Les enfants découvrirent qu'ils avaient tous les deux le même pendentif, qui n'était en réalité autre que les médaillons du soleil, servant de clé aux mystérieuses cités d'or. Esteban et Zia se firent très vite repérer, et alors qu'ils allaient être balancés par-dessus bord par Gaspard, bras droit de Gomez, Mendoza choisira de les protéger. Leur sort restait tout de même incertain, jusqu'à ce qu'Esteban sauve le navire d'une tempête qui se déchaînait en mer. Malgré tout, peu de temps après, une gigantesque tempête surgit, bien plus violente que la première, détruisant l'Esperanza, ne laissant que 5 passagers à bord de l'épave. Esteban, Zia, Mendoza et ses 2 compères Sancho et Pedro.
Ils dérivèrent ainsi jusqu'à s'échouer sur l'archipel des Galapagos, où ils rencontrèrent Tao, un jeune garçon de 13 ans vivant seul avec son perroquet Pichu. Il sera tout d'abord hostile, par peur de voir des hommes blancs sur son territoire. Une peur compréhensible lorsque l'on sait que Pizarro et ses hommes ont exterminé bon nombre de peuples et pillé leur village. Tao finit tout de même par se raviser, tout en restant méfiant envers Mendoza, Pedro et Sancho. Il apprend à Esteban et Zia qu'il est le dernier descendant du peuple de Mu, un empire antique connu pour avoir autrefois occupé une majeure partie du monde, mais aussi pour sa technologie très avancée, qui fut engloutie de manière mystérieuse, tout comme le peuple des Atlantes. Possédant un immense savoir quant aux technologies de ces peuples, ayant sauvegardé leur savoir dans les cités d'or, Tao choisira de quitter son île et de se joindre au groupe. En explorant l'archipel, le groupe tombe sur un immense navire, le Solaris, une relique du peuple de Mu, possédant une technologie de pointe, fonctionnant à l'énergie solaire, mais recelant aussi bien d'autres secrets que les trois enfants finiront par découvrir grâce à leur savoir et à leur possession. Grâce à cette nouvelle embarcation unique en son genre, ils amarrent au Pérou dans la ville de Timbe, déjà hautement occupée par l'armée espagnole. Malheureusement, ils sont très vite repérés et faits prisonniers, pendant que Zia est amené à Francisco Pizarro qui était sur place. Ce dernier ordonne à la jeune fille de déchiffrer le kipudeur appartenant à son peuple, ce que Zia refuse, ne voulant pas le vendre à un individu tel que lui. Il menace alors de la torturer afin qu'elle parle, mais Mendoza intervient pour dire qu'il va tenter de convaincre Zia d'accepter. Pizarro lui accorde cette faveur, pensant qu'il lui obéit toujours. Mendoza profite alors de ce moment afin d'organiser un plan avec Zia dans le but de libérer Esteban, Tao, Sancho et Pedro, alors restés en cellule en incendiant la poudrière, permettant de créer une diversion afin qu'ils puissent s'enfuir, ce qu'ils parvinrent à faire, tout en libérant les autres esclaves incas alors enfermés avec eux. Le groupe embarqua à nouveau à bord du Solaris. Au cours de leur voyage, ils rencontreront diverses populations précolombiennes. Les Incas, les Mayas, les Amazones, ils traverseront la cordillère des Andes, le lac Titicaca, découvriront le Grand Condor, un gigantesque oiseau en or massif ayant le pouvoir de voler, fonctionnant lui aussi à l'énergie solaire à l'aide du médaillon d'Esteban ou Zia. Enfin, le groupe découvrit, tapis dans des galeries sous les montagnes, le peuple Olmec, que tout le monde pensait disparu. Les Olmecs sont un peuple avec une avancée technologique bien plus impressionnante que celle de l'Empire de Mu, qui était longtemps en guerre contre eux. Les Olmecs sont en réalité le peuple Atlante, ou ce qu'il en reste. Malheureusement, il est voué à disparaître. Leurs expérimentations et la cryogénisation font qu'ils sont encore en vie, mais plus pour longtemps. Leur apparence physique a changé, ils ressemblent à présent à des créatures proches du gobelin, mais sont également devenus stériles, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus se reproduire et sont donc voués à disparaître. Leur seul moyen de survie est d'avoir accès aux cités d'or, et donc au savoir de leurs anciens ennemis pour trouver la solution permettant de redevenir le peuple qu'ils étaient autrefois. Ils tenteront de prélever l'ADN d'Esteban, Zia et Tao et de les cryogéniser dans le but d'accéder aux cités d'or. Mais ces derniers parviendront à s'enfuir pour enfin parvenir à la première cité d'or non loin d'ici. Celle-ci est gardée par un mystérieux homme portant un masque, qui très vite laissera passer les trois enfants afin d'enclencher la sauvegarde de la cité. Alors même que Gomez et Gaspard, qui les avaient retrouvés, étaient à leur trousse, tout comme les Olmecs. C'est à ce moment que l'homme au masque, nommé Athanaos, s'interposa et se fit grièvement blesser par un Olmec. Les enfants parvinrent à ouvrir la cité d'or grâce au médaillon du soleil. Celle-ci activa un mécanisme de défense qui détruit les machines Olmec, puis commença à s'écrouler. Les enfants parvinrent à s'enfuir avec Mendoza, Sancho et Pedro. Athanaos, lui, parvint à désactiver la destruction de la cité, avant de disparaître sous des décombres. Le groupe se retrouva donc pour mieux se séparer. Esteban, Zia et Tao continueraient de voyager à bord du Grand Condor, pendant que Mendoza, Sancho et Pedro rentreraient en Espagne. Esteban demandera malgré tout à Mendoza s'il n'était pas déçu d'avoir fait tout ce voyage pour au final ne rien avoir. Ce à quoi ce dernier répondra qu'au final, le plus important pour lui est d'avoir pu voyager et vivre cette aventure avec les trois enfants. Une chose devenue bien plus importante pour lui que le fait de devenir riche. Et la série se termine sur cette fin ouverte. Certes, ils n'ont découvert qu'une seule cité d'or, et Esteban n'en sait que très peu quant à ses origines. Mais le plus important pour eux, tout comme pour Mendoza, est d'avoir entrepris cette aventure accompagnée de personnes étant devenues ses meilleurs amis. La bande originale de l'anime fut créée par le groupe Apollo, dont Jacques Cardona, auteur-compositeur, faisait partie. Un groupe qui était déjà connu avant les mystérieuses cités d'or, puisqu'il était déjà à l'origine de certains thèmes présents dans Ulysse 31, ainsi que du second générique. Dans le cas des mystérieuses cités d'or, beaucoup de musiques ont été principalement composées au synthétiseur.
ce qui était d'ailleurs coutume pour énormément de séries de l'époque. Certaines musiques seront également plus symphoniques, bien que plus rares. Mais pas que, puisque certains thèmes seront également composés à l'aide d'instruments plus traditionnels, le tout donnant une ambiance toute particulière à la série, une ambiance collant parfaitement au décor ainsi qu'à ses thématiques. L'ambiance sonore générale de la série reste ainsi relativement qualitative. Les personnages les plus importants, notamment Esteban, Tao et Zia, auront même leur propre thème musical. Une bonne idée en soi, permettant de justement mieux identifier les personnages, ainsi que la bande originale de manière générale. Et enfin, bien entendu, le thème le plus connu des Mystérieuses Cités d'Or n'est autre que son générique d'introduction, devenu culte pour plusieurs générations. L'opening des Mystérieuses Cités d'Or aurait pu être relativement classique, voire sobre, mais en réalité, quelques idées font que celui-ci est, encore de nos jours, resté dans nos mémoires. Celui-ci débute par une ambiance musicale composée au synthé, ainsi que d'une vision de l'espace, de la galaxie, puis tout se rapproche de la Terre, et le narrateur prend la parole avec une accroche aujourd'hui devenue culte. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Durant cette accroche, écrite par Jean Chalopin et récitée par Michel Paulin lors de chaque début d'épisode, les images nous rapprochent de plus en plus de la Terre, pour enfin s'arrêter devant les mystérieuses cités d'or. S'affiche alors le titre de la série, et le thème musical change, composé par Haïm Saban et Shuki Levy, à l'aide d'instruments traditionnels précolombiens, mais également synthétiques, de la flûte de Pan, des flûtes quena, des instruments à cordes, des percussions, mais également du synthétiseur. Mais surtout, ce qui a fait que cet opening est aujourd'hui devenu culte, c'est son chant. Des paroles relativement entraînantes et épiques, accompagnées de chœurs durant son refrain. Pour l'opening de la version japonaise, nommé Taiyo no Ko Esteban, les images restent identiques, mais le thème musical est quant à lui totalement changé, et unique à ce pays, sur accord de Jean Chalopin. Le thème de cet opening sonne bien plus comme celui d'un shonen animé des années 80. Le thème occidental, quant à lui, français donc, sera repris dans bon nombre de pays diffusant l'animé, toujours dans une langue différente forcément. Le Japon reste donc le seul pays à avoir son propre thème pour l'opening. Lorsque le chant débute durant ce générique, les images montrées sont on ne peut plus classiques, mais présentent les trois personnages principaux ainsi que leurs objectifs. Esteban, Zia et Tao, ainsi que les cités d'or, comme le dit si bien le refrain de la chanson. En termes d'images, cela dit, cet opening reste intéressant, si l'on fait un parallèle quant au genre de la série. L'introduction, avec l'espace et la galaxie, peut en effet nous évoquer tout le côté science-fiction de celle-ci. Les paysages et personnages présentés lorsque le titre s'est affiché nous renvoient directement au côté plus historique et réaliste. Ce qui est relativement intéressant lorsque l'on réfléchit sous cet angle, c'est que le générique nous présente d'abord le côté science-fiction des mystérieuses cités d'or, alors que celui-ci ne s'invitera dans la série qu'après une douzaine d'épisodes. Le côté historique et réaliste est quant à lui relativement mis en avant au début de la série, avant de faire parts égales avec le fantastique et la science-fiction. Ainsi, bien que la science-fiction soit montrée entre guillemets en premier lieu dans ce générique, elle laisse place à une thématique plus réaliste, une thématique qui, malgré qu'elle fasse au bout d'un moment parts égales avec d'autres thèmes tirés de l'imaginaire, restera tout de même prédominante dans la série de par son contexte premier, l'histoire. Le fait que les Mystérieuses Cités d'Or soit une série franco-japonaise soulevait une question épineuse. Laquelle des deux versions est la version originale en termes de voice acting? La réponse est française, avec un casting de comédiens confirmés. Ainsi, Jackie Berger interprétera le rôle d'Esteban. Elle était déjà connue pour des doublages tels que celui du petit Danny Torrance interprété par Danny Lloyd dans le film Shining de Stanley Kubrick en 1980, et de Rookie dans le Disney Rox et Rookie. Elle sera également plus tard connue pour avoir prêté sa voix dans les versions françaises de Rocky III, de Dragon Ball,
ou encore de Hunter x Hunter, l'animé de 2011 où elle y double le héros de l'œuvre, Gon. Isabelle Gans, connue pour avoir doublé Sharon Stone dans les années 80, ainsi que Kim Rhodes pour son rôle de Jodie Mills dans la série Supernatural, interprétera le rôle de Zia. Odile Schmidt recevra quant à elle son premier rôle en interprétant Tao. Elle sera davantage connue par la suite pour avoir doublé Eva Longoria dans de nombreux films, ainsi que dans la série Desperate Housewives. Elle se distinguera également de 1996 à 2020 comme voix française de Lola Bunny des Looney Tunes. Jean-Claude Ballard, qui avait interprété plusieurs rôles dans Ulysse 31, jouera cette fois le rôle de Mendoza. Par la suite, il restera un habitué des séries animées de Jean Chalopin et jouera dans d'autres de ses créations, dont Les Mini-Pousses ou encore Jace et les Conquérants de la Lumière. Francis Lax, un comédien relativement connu pour avoir doublé de nombreux personnages dans des séries animées créées par Hanna-Barbera, telles que les Jetsons, Mini Détective, Satanas et Diabolo, Yogi l'ours, mais surtout Scooby-Doo, où il doublera la voix de Sammy de 1969 à 1991, interprétera Sancho. Jacques Ferrière, connu pour avoir doublé de nombreux rôles secondaires dans des films cultes tels que les 3 premiers Rocky ou encore Le Parrain 2, interprétera le rôle de Pedro. Il se distinguera également en 1990 en doublant la voix de Dijon et Arsène dans La Bande à Picsou et Le Trésor de la Lampe perdue, et surtout en 1995 pour son doublage de Monsieur Patate dans le premier Toy Story. Pierre Athé interprétera le rôle de Gomez. Il avait à l'époque déjà une longue carrière derrière lui, mais se fera surtout connaître pour sa voix si particulière en doublant Christopher Lloyd dans de nombreux films, mais également Mark Hamill, lorsque celui-ci interprétait le Joker dans les séries animées Batman des années 90, mais également dans les jeux vidéo Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City. Evelyn Selena, surtout connue pour être la voix française de Glenn Close dans bon nombre de ses films, ainsi que de Carrie Fisher pour son rôle de Leia dans la trilogie Star Wars originale, aura un rôle tout particulier sur les mystérieuses cités d'or, puisque c'est elle qui narrera chaque résumé d'épisode, racontant les aventures précédentes et qui attendent également les 3 enfants. Jean Topard, connu pour être la voix française de Sir Christopher Lee de 1962 à 1996, sera le narrateur des mini-documentaires à chaque fin d'épisode de la série. Et enfin, Roger Carrel prêtera sa voix dans un rôle relativement mineur lors de l'un de ses reportages de fin d'épisode. Une anecdote assez drôle pour ponctuer ce chapitre lorsque l'on sait que Roger Carrel est une véritable légende du doublage, pour les nombreux rôles cultes qu'il a interprétés, pour tous les personnages auxquels il a donné vie sur nos petits et grands écrans. C3PO, Astérix, Mickey, Jiminy Cricket, Pongo, K, Winnie l'ourson, Coco Lapin, Elmer Fudd et bien d'autres personnages de notre enfance. Bien que l'animation, qui était au top à l'époque de sa sortie, n'ait pas forcément bien vieilli, et que certaines voix, notamment celles de personnages secondaires voire tertiaires, soient assez risibles et rappellent des séries japonaises parues en France dans le Club Dorothée, ou même d'autres dans des séries d'Hanna-Barbera, Les Mystérieuses Cités d'Or reste une excellente série sur bien des aspects. Dans sa narration, la série se veut assez sérieuse, faisant très rarement dans l'humour, bien que celle-ci montre quelques passages assez drôles, notamment avec les personnages de Sancho et Pedro. Hormis cela, la narration se veut très sérieuse, de par ses thématiques souvent graves et lourdes, ce qui fait d'ailleurs que Les Mystérieuses Cités d'Or est une série pour petits et grands, raison pour laquelle celle-ci n'a pas marqué qu'une seule et unique génération. Toutefois, cette épopée se veut radicalement différente du support d'origine, la Route de l'Or. En effet, beaucoup de personnages, comme précisé précédemment, ont un comportement radicalement différent, notamment concernant Esteban qui est pour ainsi dire détestable dans la Route de l'Or, alors qu'il en est le protagoniste principal. La série, quant à elle, inclut également pas mal de nouveaux personnages, comme dans le cas de Tao, Gomez, Gaspard, Sancho et Pedro. Tao a une apparence et un comportement rappelant Zia dans le livre. Sancho et Pedro sont des personnages peureux, cupides et comiques. Et Gaspard et Gomez font clairement partie des antagonistes principaux de l'œuvre, et ont un comportement rappelant celui de Roa et Zuniga, les 2 hommes de main de Mendoza dans le livre, ici remplacés par Sancho et Pedro. Les personnages présents dans la série sont donc, pour la plupart, bien plus attachants, principalement dans le cas du trio des enfants, et ont été réécrits de manière à ce que le spectateur s'identifie davantage à l'un d'entre eux. Jean Chalopin a également fait le choix, contrairement au livre, d'inclure des personnages historiques réels, tels que le conquistador Francisco Pizarro et le navigateur Magellan, un choix judicieux afin de mêler l'histoire à la fiction, mais également de donner davantage de sens aux thématiques les plus dures qui sont abordées dans l'animé. Ces thèmes abordés sont divers et variés, à commencer par des thématiques assez légères tirant vers le fictif voire le mythologique. Les fameuses cités d'or recherchées par nos héros en sont un parfait exemple, puisqu'il s'agit d'une légende tirée de documents historiques, dont nul n'a jamais pu prouver l'existence réelle, tout comme l'existence de l'Empire de Mu ou de l'Atlantide, qui sont avant tout des légendes relatées dans certains documents anciens,
mais personne n'en a jamais retrouvé de traces, gravant ainsi ces deux civilisations au rang de légendes. Légendes qui seront par ailleurs maintes fois relatées dans la culture populaire au travers de jeux vidéo tels que Tomb Raider ou Assassin's Creed, ou même en littérature dans le manga Yu-Gi-Oh! Dans un cadre similaire, la série présente également, comme mentionné précédemment, une grande dimension propre à la science-fiction, principalement envers les technologies futuristes présentées dans la série. Des technologies propres à deux peuples disparus, dont les seules traces restantes sont ces vestiges dotés d'une capacité technologique jamais vue. Ordinateurs surpuissants, armes à l'énergie solaire, véhicules blindés dotés de ces mêmes armes, des véhicules comme le Grand Condor ou le Solaris, rappelant d'ailleurs les Super Sentai. Un genre impliquant des combats de robots géants, souvent pilotés par des humains, très populaire au Japon, tels qu'Ultraman ou Bioman. Cette dernière qui donnera d'ailleurs plus tard naissance à son portage américain relativement célèbre et populaire dans les années 90, Power Rangers. On peut également mettre le peuple Olmec dans le fictionnel au sein de cette série. Le peuple Olmec a bel et bien existé, de nombreuses traces de leur existence ont en effet été retrouvées. Sauf que cette civilisation a totalement disparu aux environs de 500 avant Jésus-Christ. Or, l'intrigue de la série se déroule en 1532, soit un peu plus de 1000 ans plus tard. Jean Chalopin avait en effet pour idée d'inclure dans cette série la majorité des civilisations précolombiennes, quitte à y inclure les Olmecs, et à inventer une histoire quant à leur survie, mais surtout quant à leurs besoins réels. L'Empire Maya, également présent dans la série, bien qu'en voie de disparition dans celle-ci, a en réalité disparu aux alentours de 1520 après Jésus-Christ, soit 12 ans avant le début de l'intrigue des mystérieuses cités d'or. En revanche, si l'Empire Maya a bel et bien été dissous à cette époque, sa population, elle, n'a pas disparu pour autant, puisque des tribus amérindiennes mayas existent encore bel et bien de nos jours au Mexique, au Guatemala ou encore au Belize, comptant plusieurs millions d'habitants. La situation des Mayas dans les mystérieuses cités d'or colle davantage à l'histoire réelle de la civilisation. Ceux-ci vivent dans de petits villages, bien loin de l'empire prospère qu'ils ont jadis bâti. Parallèlement, la situation de l'Empire Inca dans la série est bien plus fidèle à ce qui s'est déroulé au XVIe siècle. C'est en effet exactement en 1532 que Francisco Pizarro a commencé à conquérir leur territoire et à réduire les différentes tribus Incas en esclavage, quand il ne les exterminait pas tout simplement. L'enlèvement de jeunes enfants Incas tels que Zia était également un fait réel, dans le but d'en faire des serviteurs à la cour d'Espagne, voire même bien pire. C'est là que les thématiques les plus sombres et réelles de la série sont abordées, et parfois montrées sans aucun tact. Certaines scènes peuvent parfois être assez dures, si ce n'est certaines paroles. L'esclavage et le sort que réservait Pizarro à ses prisonniers Incas est clairement abordé et montré dans la série. Mais pas que, car au fur et à mesure de leur exploration, les enfants rencontrent différentes civilisations, qui ont une peur viscérale de l'homme blanc pour les raisons expliquées précédemment. Une peur instaurant un racisme qui était réciproque chez Pizarro et son empire, qui les ont exterminés. Il y a plusieurs exemples dans la série illustrant cette peur que les différents peuples précolombiens avaient des Espagnols. Tout d'abord, lorsqu'Esteban et Zia rencontrent Tao, celui-ci leur fait directement confiance, mais prend peur et devient méfiant lorsqu'il découvre que ces derniers sont accompagnés de Mendoza, Sancho et Pedro. On ressentira d'ailleurs sa peur et sa haine par ce qu'il dira littéralement, des hommes adultes blancs. N'ayant de base rien contre Esteban, mais devenant méfiant lorsqu'il voit trois adultes rôdant à côté. Plus tard, c'est toute une population qui prendra peur en voyant Esteban, qui est blanc. Les enfants du village ne voulant au départ que communiquer avec Zia et Tao. C'est par ce genre de scène que l'on comprend que même quand il n'est pas dans les environs, Pizarro et son empire sont une menace grandiloquente dont l'ombre plane sur l'ensemble de la série et des peuples qui la composent. La réalisation de la série se veut donc excellente, notamment pour l'époque. Avec ses musiques ambiantes très ancrées au lieu que nos héros explorent, des musiques qui peuvent parfois en rappeler certaines présentes dans le film d'animation Tintin et le Temple du Soleil, produit par Belvision en 1969. La série nous présente également de nombreux paysages vertigineux, qui s'étendent parfois à perte de vue, montrant aux spectateurs le chemin parcouru par nos jeunes héros, mais également ce qu'il leur reste encore à parcourir pour toucher à leur but. Des paysages qui peuvent être tout à fait semblables à ceux de l'époque, mais qui peuvent également être tirés de la vision parfois fantasque de la société actuelle. Pour proposer toujours plus de réalisme dans cette série mélangeant habilement le fictif et l'histoire des civilisations précolombiennes, les mini-documentaires présentés à chaque fin d'épisode sont ici pour faire la part des choses entre la réalité et la fiction, et ce, de manière brillante, comportant des explorations et anecdotes à propos d'anciens vestiges de civilisations et paysages, présentant le mode de vie de ces populations à l'aide de reconstitutions, mais également en montrant des lieux où certains personnages historiques ont vécu, comme dans le cas du fort de Francisco Pizarro, qui sera notamment le lieu central d'un épisode. Enfin, les mystérieuses cités d'or présentent souvent de précieux éléments scénaristiques, utilisés de manière habile. Par exemple, lorsque Tao quitte définitivement son îlot dans les Galapagos, il emporte avec lui un baluchon dans lequel se trouve une encyclopédie qui lui permettra de déchiffrer de nombreux caractères et énigmes issus d'une langue morte, mais également un mystérieux vase d'or, dont nous n'avons aucune idée de l'utilité.
Ce vase se révèle être en réalité un fusil de Tchekhov, une technique beaucoup utilisée dans le cinéma, mais en réalité issue de la littérature, puisque c'est l'écrivain dramaturge Anton Tchekhov qui inventa cette règle scénaristique, qui consiste à donner ou montrer une information au lecteur, en apparence inutile, mais qui se révélera cruciale plus tard dans l'histoire. Pour vous donner un exemple plus concret, je vais inventer un extrait narratif pour illustrer ce propos. J'entrais dans le sombre sous-sol de ce chalet abandonné. Malgré la pénombre, j'arrivais à distinguer que tout était désert, à l'exception d'une table de bois, et non loin de là, d'un fusil accroché au mur, où siégeait en dessous une terrifiante tête de sanglier empaillée. Bien que celui-ci semblait mort depuis des années, on distinguait toujours la férocité de l'animal. À présent, imaginez-vous la suite de ce court extrait. Je vous ai expliqué qu'une table et un fusil étaient là, sans entrer dans les détails. Mais en revanche, j'ai davantage décrit l'animal empaillé ainsi que l'ambiance qui régnait dans ce sous-sol. Eh bien, vous pouvez être sûr que bien plus tard dans cette intrigue, ce fameux fusil que je n'ai volontairement pas détaillé finira par avoir une utilité. Et c'est exactement le cas du vase de Tao, dont on n'entendra pas parler avant les derniers épisodes de la série. Celui-ci sera remis au mystérieux homme masqué, et servira en réalité dans sa manœuvre pour arrêter la destruction des cités d'or. À propos de cet homme masqué d'ailleurs, on finira par apprendre que celui-ci est en réalité le prophète voyageur, qui n'est autre que le père biologique d'Esteban. Il fait ainsi comprendre ce lien du sang aux spectateurs, qui comprendront alors que l'un des mystères majeurs de la série est à présent révélé. Toutefois, Esteban ne sera absolument pas mis au courant de cette information, et repartira plus tard de ce lieu mystique sans connaître cette vérité, et ce, jusqu'à la fin de la série. Un détail relativement intéressant dans cette histoire recréée par Jean Chalopin est que l'alignement de la plupart des personnages, qu'ils soient protagonistes ou antagonistes, est assez incertain. Chacun a, notamment dans le cas des antagonistes, une raison propre d'agir comme il le fait au cours de l'histoire. Cette observation ne se remarque pas vraiment chez les trois enfants, mais plutôt du côté des adultes, notamment de Mendoza et de ses deux comparses. Mendoza, qui au départ se révèle être avant tout un homme cupide et malin, collaborant avec les trois enfants, mais n'agissant en réalité que dans son propre intérêt, dans l'unique but de devenir riche, ce dont Zia s'est très vite rendu compte, alimentant une grande peur envers lui au départ, deviendra finalement l'un des personnages, si ce n'est le personnage, connaissant la plus grosse évolution de la série, devenant un réel allié, et finissant par admettre que l'heure lui importait peu, le plus important pour lui étant à présent l'amitié avec les trois enfants, ainsi que la grande aventure qu'ils ont vécue ensemble. Sancho et Pedro, quant à eux, sont plutôt remarqués au début de la série comme étant peureux, cupides, pas nécessairement fourbes, mais surtout stupides. Mais plus la série avance, plus ceux-ci se lient également aux petits groupes. Leurs traits de caractère ne changent pas réellement, bien que moins cupides, mais deviennent bien plus attachants qu'au départ. Ils deviennent ainsi des personnages, bien que comiques et bêtes, qu'on ne peut pas détester. Dans le cadre de la civilisation amazone, pourvue intégralement de femmes, que nos héros rencontrent au cours de leurs aventures, la chamane du village est clairement une antagoniste de la série. Mais la raison pour laquelle elle l'est est entre guillemets compréhensible, puisque celle-ci veut en réalité bannir puis prendre la place de la chef du village, dans le but de prendre le pouvoir allant jusqu'à collaborer avec une tribu ennemie. La chamane juge en réalité que la chef du village est trop laxiste. Elle qui a autorisé des hommes blancs, espagnols de surcroît, à vivre quelque temps au sein du village, alors que les hommes, peu importe leur origine, sont initialement interdits de pénétrer dans celui-ci. Enfin, la civilisation Olmec, vivant cachée de tous et reclus depuis plus de 1000 ans, est probablement le groupe d'antagonistes le plus compréhensible de l'histoire. Et par compréhensible, je veux dire, sont-ils réellement méchants? L'histoire montre que oui, mais en réalité, ce n'est pas réellement le cas. Lors de leur première apparition, ils ne veulent pas faire de mal ou tuer nos héros. Leur seul but est certes de les capturer, mais dans l'objectif de pouvoir assurer leur survie. Le peuple Olmec se sait menacé et surtout en voie de disparition de par leur stérilité. Leur principale peur est de disparaître de manière définitive, et ces derniers savent très bien que le temps leur est compté. En réalité, les seuls réels antagonistes de l'histoire, ce sont les Espagnols, Gomez, Gaspard, mais surtout le cruel Pizarro. Et pour le coup, la seule chose justifiable ne joue clairement pas en leur faveur, puisque c'est littéralement ce qu'il s'est passé du point de vue historique. Enfin, le choix de Jean Chalopin d'offrir une fin ouverte aux spectateurs était une bonne idée. Une fin qui nous montre que certes, Esteban et ses amis n'ont découvert qu'une seule des 7 cités d'or, Esteban ne sait pas qui est son père, ni ses véritables origines, lui qui est convaincu de ne pas être réellement espagnol, mais plutôt issu d'un peuple précolombien. Zia, quant à elle, a pu retrouver son père et sa tribu, mais celui-ci décédera peu de temps après, la laissant orpheline, ce qui la fera continuer son voyage aux côtés d'Esteban et Tao. Beaucoup d'éléments, restés en suspens ou non élucidés, mais qui pourtant laissent au spectateur le choix de se créer sa propre résolution à ce récit épique. Lui qui, tout au long de ses 39 épisodes,
aura accompagné les héros durant leur aventure évasive et onirique. Les Mystérieuses Cités d'Or est une série qui a conquis bien des générations, de par sa narration, son aspect historique et fantastique, mais également pour son ambiance générale, ses musiques, et notamment son générique devenu culte pour bien des générations, que ça soit auprès des enfants des années 70 à 2000. La série a en effet connu un tel succès qu'elle continue d'être diffusée, encore de nos jours en France, sa dernière diffusion datant de 2019 sur la chaîne Manga. De plus, la série a également été diffusée dans de nombreux pays du monde, bien entendu au Japon, en Belgique et au Luxembourg, mais également au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Pologne, en Suède, en Bulgarie, au Canada et dans différents pays du Moyen-Orient. Cette série, qui en 1982 ne devait être initialement qu'un petit projet créé en France et au Japon, est devenue aujourd'hui un véritable produit de la culture populaire. Les Mystérieuses Cités d'Or s'est aujourd'hui ancré dans la culture populaire comme une série culte, attribuant également à Jean Chalopin la grande réputation dont il jouit aujourd'hui dans le secteur de l'animation. Il créera ainsi, par la suite, bien des séries animées devenues cultes auprès des générations d'enfants des années 80 et 90, telles que Pole Position, Jace et les Conquérants de la Lumière, SOS Fantôme, les Mini-Pousses, Inspecteur Gadget, l'adaptation de Denis la Malice, ou encore les Bisounours. Jean Chalopin et ses équipes parvinrent ainsi à devenir de véritables symboles de la culture populaire durant les années et les décennies qui suivirent, tout comme le devinrent les aventures d'Esteban, Zia et Tao. Les Mystérieuses Cités d'Or ont ainsi créé un véritable engouement allant bien au-delà de la série, puisqu'en 2006, un film d'animation, plus semblable aux événements du livre, vit le jour. Celui-ci se nomme Esteban et Zia à la recherche des 7 cités d'or, un projet qui ne fut pas créé et dirigé par Jean Chalopin, mais qui offre une fois de plus une autre vision de l'œuvre originale. En 2010, un projet de long métrage adapté de la série fut annoncé, avec l'accord et le soutien de Jean Chalopin. Malheureusement, malgré une diffusion d'une bande-annonce internationale en 2013, plus aucune nouvelle ne sera donnée dès lors sur le projet, qui depuis semble avoir été abandonné. Enfin, alors que tout semblait indiquer que la série s'était terminée en 1982 sur une fin ouverte lors de son 39e épisode, Adrien Soulet-Larivière créera la surprise en dévoilant en 2012, 30 ans après le début de la série, une suite aux Mystérieuses Cités d'Or. Dévoilée de base comme une série homonyme, celle-ci sera bel et bien une suite en réalité, où nous retrouverons Esteban, Zia et Tao, mais aussi Mendoza, Sancho et Pedro, ainsi que de nouveaux personnages dans de nouvelles aventures, à la recherche des 6 autres cités d'or. La série, bien qu'animée en CGI, ce qui peut en rebuter certains, restera relativement fidèle à la première série. Bien que plus humoristique par moments, celle-ci reste une véritable série d'aventures. Afin de toujours plus respecter la série d'origine, cette nouvelle série sera nommée comme étant une saison 2, prenant la continuité directe de la série d'origine, sortie 30 années plus tôt, dès lors rebaptisée comme première saison. Celle-ci rencontrera un tel succès que 2 autres saisons viendront se greffer à celle-ci. Bien que Jean Chalopin ne travaille pas sur ce nouveau projet, il approuvera cette suite, sans pour autant la superviser. Pour ces nouvelles saisons, un casting de voice acting tout aussi prestigieux que l'original aura la tâche de donner vie aux personnages. Ainsi, nous pourrons retrouver des voix emblématiques telles que celles de Bruno Magne, Martial Leminou, Pierre-Alain de Garrigue, Adeline Chetaille, Frédéric Soutrel ou encore Gilbert Lévy. Chaque nouvelle saison se verra attribuer une nouvelle direction musicale, en rapport avec les destinations que nos héros visiteront au cours de celle-ci, allant jusqu'à retravailler le générique pour l'adapter à différentes cultures. Esteban, Zia, Tao, Mendoza, Sancho et Pedro continueront ainsi leur quête, visitant de nombreuses nouvelles contrées. La Chine, le Japon, l'Inde, le désert d'Arabie, l'Éthiopie, le Zimbabwe, ainsi que la France. Ils y rencontreront de nouveaux personnages célèbres tels que François Ier et Nostradamus, mais également des personnages fictifs tels que le cruel Zarès, un alchimiste, nouvel antagoniste principal de ces nouvelles saisons. Leurs chemins recroiseront également des visages plus connus, tels que ceux de Gomez et Gaspard, ou encore le peuple Olmec. Enfin, chacun ressortira grandi de ces nouvelles aventures, de nouvelles amitiés se formeront, des histoires d'amour se créeront, et tous les mystères laissés en suspens lors de la fin de la série d'origine seront révélés au cours de cette suite. Esteban finira par savoir qui est son père, et surtout par connaître ses véritables origines. Et nos aventuriers découvriront les mystérieuses cités d'or restantes dans une conclusion finale que nous attendions tous, en 2020, 38 ans après le début du périple de notre jeune trio. Ainsi, nous pouvons conclure que la série de 39 épisodes sortie en 1982 n'était que le prologue d'une longue histoire.